L'argent peut acheter des manoirs, des yachts et des jets privés, mais il ne peut pas acheter le véritable amour. Je valais 4,2 milliards de dollars lorsque j'ai rencontré Elena. Ma famille a menacé de me renier, mes associés m'ont tourné le dos et mes amis m'ont abandonné. Mais ce qui s'est passé ensuite a tout changé, d'une manière que personne n'aurait pu prévoir. Avant de juger cette histoire, posez-vous cette question. Que choisiriez-vous? Des milliards sur votre compte en banque ou l'amour de votre vie? Restez avec moi ces prochaines minutes, car cette histoire pourrait bien changer votre vision de l'amour, de l'argent et de ce qui compte vraiment dans la vie. En grandissant, l'argent était comme l'air, toujours présent, jamais une chose à laquelle je devais penser. Le nom de la famille Pierce n'était pas qu'un simple nom. C'était un billet d'or qui ouvrait toutes les portes de Manhattan. Je ne savais pas ce que signifiait faire la queue, ni entendre le mot non. Mes matinées commençaient avec un petit déjeuner préparé par notre chef privé, mes après-midi se passaient à conclure des contrats à plusieurs millions, et mes soirées se dissolvaient dans des fêtes sur des yachts où le champagne coulait à flots. C'était ma normalité. Des jets privés pour déjeuner à Paris, des réunions de conseil où des milliards changèrent de main d'une simple signature, et un cercle social si exclusif que la plupart des gens n'en lisaient que dans les magazines. J'étais Alexander Pierce, le Golden Boy qui ne pouvait rien faire de mal. Mon avenir était tracé avant même que je sache marcher. Harvard Business School, puis l'empire familial, puis un mariage avec quelqu'un de notre cercle social. Tout était prédéterminé, emballé dans un joli paquet de privilèges et d'attentes. Je ne me posais jamais de questions, parce que pourquoi l'aurais-je fait? C'était la vie dont tout le monde rêvait, non? Puis vint cette nuit-là, au gala annuel de l'innovation. Habituellement, ces événements n'étaient qu'une succession interminable de faux rires et de poignées de main stratégiques. Une autre case à cocher sur mon agenda mondain. Je me souviens d'avoir ajusté ma cravate, récitant intérieurement ces banalités que j'avais perfectionnées au fil des années. C'est alors que je l'ai vue. Helena Washington ne cherchait ni à impressionner ni à attirer l'attention. Elle se tenait dans un coin, les mains animées, les yeux brillants de passion, expliquant ses recherches sur l'énergie propre à un petit groupe de scientifiques captivés. Il y avait quelque chose de magnétique dans son authenticité, au milieu d'une salle remplie de masques. Je me suis retrouvé entraîné dans son orbite, l'écoutant remettre en question tout ce que je croyais savoir sur l'énergie durable. Elle se fichait bien que je sois Alexander Pierce. En fait, quand j'ai essayé de l'impressionner avec les actifs énergétiques de ma famille, elle a ri, pas méchamment, mais avec une sincérité qui m'a fait rire aussi. Pour la première fois de ma vie, mon nom de famille n'avait aucune importance. J'étais juste Alex, un homme complètement captivé par une femme brillante qui voyait au-delà de mon masque de privilégié. Ce qui avait commencé par des cafés pris en secret s'est transformé en quelque chose de bien plus profond. Nous nous retrouvions dans des endroits discrets de la ville, là où le nom Pierce ne signifiait rien. Des promenades nocturnes dans des parcs déserts, où Helena me montrait les constellations et m'expliquait ses théories sur la physique des particules. Des dîners dans de petits restaurants familiaux, où la nourriture surpassait de loin tous les repas étoilés Michelin que j'avais pu déguster. Chaque instant passé avec elle m'éloignait un peu plus de ma cage dorée pour me faire découvrir un monde réel. Sa passion ne visait ni l'avancement de sa carrière, ni le statut social. Elle voulait sincèrement changer le monde. Et d'une manière ou d'une autre, sans même essayer, elle était en train de changer le mien. Son engagement envers ses recherches, son rêve de rendre l'énergie propre accessible à tous, son mépris total pour les superficialités qui avaient toujours gouverné ma vie, c'était enivrant. Pour la première fois, je comprenais ce que signifiait être véritablement vivant, et non simplement exister dans une bulle de richesse et d'attente. Je me souviens encore de l'instant précis où mon monde a commencé à s'effondrer. C'était un dimanche après-midi au domaine des Pierce, un de ces jours de printemps où l'élite new-yorkaise se réunissait pour les célèbres garden parties de ma mère. J'avais décidé qu'il était temps de leur parler d'Helena.
Le tintement délicat de la tasse en porcelaine antique de ma mère contre sa soucoupe s'arrêta brusquement lorsque les mots franchirent mes lèvres. Dans ce silence assourdissant, je la vis lâcher la tasse, la porcelaine Wedgwood se brisant sur le marbre italien, une métaphore parfaite de ce qui allait arriver à ma vie. Mon père, Richard Pierce, homme d'affaires calculateur, n'éleva pas la voix. Il n'en avait pas besoin. Ces mots frappèrent plus fort que n'importe quel cri. « Réfléchis bien, Alexander », dit-il d'un ton glacial, celui qu'il réservait aux prises de contrôle hostiles. Notre famille a passé des générations à bâtir non seulement une richesse, mais un héritage. Ce que tu proposes détruirait tout ce que nous avons construit. Ma mère, Victoria, n'arrivait même pas à me regarder, ses mains tremblantes ajustant ses perles déjà parfaitement alignées. « Que vont dire les gens ?» chuchota-t-elle, comme si l'opinion de son cercle social était la mesure de toute chose. Je pensais que mon ami le plus proche et associé, James Sterling, comprendrait. Nous nous connaissions depuis l'école préparatoire. Nous avions bâti des entreprises ensemble. Mais lorsque je suis entré dans son bureau le lendemain matin, je ne le reconnaissais plus. « Écoute, Alex, » dit-il en s'adossant à son fauteuil en cuir, « ce n'est rien de personnel. Mais nos investisseurs, ils ont certaines attentes. Je dois protéger nos intérêts. » En quelques phrases remplies d'euphémismes corporatifs, 15 ans d'amitié s'évaporèrent. En une semaine, mes associés commencèrent à se retirer des contrats. Les membres du conseil, qui riaient autrefois à mes blagues, ne répondaient plus à mes appels. Le cirque médiatique fut impitoyable. Chaque matin apportait de nouveaux titres, toujours plus sensationnalistes. L'héritier Pierce en cavale. Une histoire d'amour à $1 milliard secoue l'élite new-yorkaise. Il décrivait Helena comme une profiteuse, une arriviste, tout ce qu'elle n'était pas. Ils ne virent pas son horreur en lisant ses articles, ne savaient pas qu'elle avait proposé de partir pour préserver ma relation avec ma famille. Mais leur cruauté ne fit que renforcer mon amour pour elle. Le coup final tomba un jeudi soir pluvieux. Mon père, non, pire, sa secrétaire, me convoqua au bureau familial. Cette salle aux boiseries de mahogany, où j'avais passé des heures à apprendre les rouages de l'entreprise, ressemblait à présent à un tribunal. Mon père était assis derrière son immense bureau, ma mère perchée nerveusement à ses côtés. L'avocat de la famille se tenait dans un coin, document en main. Le choix qu'ils me présentèrent était simple. Mon héritage ou Helena. « Tu dois comprendre, Alexander, » dit mon père, sa voix étrangement calme. « Il ne s'agit pas seulement d'argent. Il s'agit de tout ce que représente notre famille, chaque connexion que nous avons bâtie, chaque accord que nous avons conclu, chaque poignée de main qui a maintenu le nom des Pierce au sommet. Tu ne choisis pas seulement entre la richesse et cette infatuation. Tu choisis entre ton héritage et le fait de jeter aux orties des générations d'histoire. » Je regardais le contrat qu'ils avaient repréparé, une épaisse pile de papier qui garantirait mon héritage tant que je maintenais le statut social de la famille. Une façon légale de dire que je devais mettre fin à ma relation avec Helena. À cet instant, fixant le stylo Montblanc de mon père posé sur le bureau, je vis ma vie toute tracée devant moi. Le chemin sûr, le chemin attendu, les menottes dorées qui avaient toujours défini mon existence. Je me levai sans toucher au stylo. Le visage de mon père se durcit, ma mère éclata en sanglots, mais pour la première fois de ma vie, je me sentis véritablement libre. « Gardez votre argent, dis-je d'une voix posée. Je la choisis, elle. » La porte massive claqua derrière moi, avec la solennité d'un jugement, résonnant dans les couloirs où les portraits de mes ancêtres Pierce me regardaient m'éloigner de tout ce qu'ils avaient construit. C'est fou comme la vie peut changer du jour au lendemain. Un jour, je signais des contrats à plusieurs milliards de dollars. Le suivant, je signais le bail d'un petit appartement d'une pièce à Brooklyn. Plus de domestiques, plus de chefs privés, plus de chauffeurs de famille. Juste Helena et moi, essayant de construire une vie à partir de rien.
La première fois que j'ai fait ma propre lessive, j'ai transformé toutes mes chemises blanches en roses. Elena a ri si fort qu'elle en avait les larmes aux yeux, puis elle m'a appris à séparer les couleurs. Ces moments, vrais, bruts, sincères, m'ont fait réaliser à quel point ma vie d'avant était artificielle. Recommencer à zéro n'a pas été facile. Mon père avait fait en sorte que toutes les grandes firmes d'investissement de Manhattan me considèrent comme persona non grata. D'anciens associés traversèrent la rue pour éviter de me croiser. Mais étrangement, je me sentais plus vivant que jamais. J'ai commencé à travailler comme consultant pour de petites startups technologiques, utilisant mes connaissances en affaires pour aider des entrepreneurs qui voulaient aller réellement changer le monde. Elena poursuivait ses recherches, travaillant tard le soir dans son laboratoire universitaire. Nous vivions de sa bourse de recherche et de mes honoraires de consultant, et d'une manière ou d'une autre, c'était suffisant. Marcus Chen fut le seul de mon ancienne vie à rester à nos côtés. Il venait dans notre petit appartement, s'asseyait sur notre canapé d'occasion et mangeait des plats à emporter directement dans le carton, une chose que je n'avais jamais faite auparavant. « Tu as l'air différent », me dit-il un soir, « plus heureux. » Il avait raison. Le poids des attentes, celui de devoir perpétuer l'image des Pierce, s'était envolé. Je devenais enfin la personne que je voulais être, et non celle que j'étais censé être. Puis vint le moment qui changea tout à nouveau. Elena travaillait sur un système révolutionnaire de stockage d'énergie, quelque chose qui pourrait rendre les énergies renouvelables viables à grande échelle. Je me souviens du soir où elle entra en trombe dans notre appartement, les yeux brillants d'excitation. Elle l'avait fait. Son prototype fonctionnait. La technologie qu'elle avait développée pouvait stocker l'énergie solaire et éolienne de manière bien plus efficace que tout ce qui existait sur le marché, et à une fraction du coût. La première à reconnaître l'ampleur de sa découverte fut le docteur Diana Roberts, la mentor d'Elena. Elle nous présenta à Thomas Wright, un investisseur chevronné réputé pour soutenir les innovations révolutionnaires. Je n'oublierai jamais notre première rencontre avec lui. Il se fichait de mon nom de famille ou du scandale mondain. Il se souciait de la science, du potentiel. Lorsqu'il analysa les données d'Elena, ses yeux s'illuminèrent comme ceux d'un enfant le matin de Noël. « Ce n'est pas juste une innovation, dit-il. C'est une révolution. » Il nous proposa de financer notre entreprise sur le champ. Pas de jeu, pas de politique, juste une foi pure dans la technologie et notre vision. Marcus s'impliqua en tant que directeur des opérations, apportant son esprit stratégique brillant. En quelques mois, nous avions réuni une équipe des plus grands talents dans le domaine de l'énergie, tous attirés par la vision d'Elena. Rendre l'énergie propre accessible à tous. L'ironie était frappante. J'étais en train de bâtir quelque chose de bien plus grand que ce que j'aurais hérité. Notre entreprise connaissait une croissance fulgurante, non pas grâce au cercle mondain ou au prestige de ma famille, mais parce que la technologie d'Elena fonctionnait réellement. Elle résolvait des problèmes concrets, aidait de vraies personnes. Les investisseurs qui ne prenaient même pas mes appels un an plus tôt se battaient maintenant pour entrer dans nos levées de fonds. Mais nous étions sélectifs, privilégiant les partenaires partageant notre vision plutôt que ceux aux poches les plus profondes. 2 ans après que j'ai tourné le dos à mon héritage, notre entreprise atteignit une valorisation de 10 milliards de dollars. Les gros titres qui jadis dénoncèrent notre relation glorifiaient désormais Elena comme une pionnière de l'énergie propre. La femme qui révolutionne l'avenir de l'énergie. Une avancée majeure dans les énergies renouvelables bouleverse l'industrie. Les mêmes personnes qui nous avaient reniés prétendaient à présent avoir toujours cru en nous. Mais cette fois, le succès avait une saveur différente. Il était mérité, pas hérité. Fondé sur l'innovation et la détermination, et non sur le privilège et les attentes. Le succès a une manière bien à lui de changer la perception des gens. L'appel de mes parents arriva un mardi matin, juste après qu'Elena ait fait la couverture de Forbes. La voix de mon père avait perdu son assurance habituelle. Pour la première fois de ma vie, il semblait incertain, presque humble. Ma mère avait pleuré. Pas ces larmes calculées qu'elle versait lors des galas de charité, mais une émotion brute, incontrôlée. Il voulait nous voir. Je me retrouvais dans ce même bureau familial où j'avais renoncé à mon héritage.
Tout était resté identique. Les panneaux en acajou, les portraits ancestraux, les rideaux lourds. Mais quelque chose avait changé. Mon père, le grand Richard Pierce, peinait à trouver ses mots. Nous avions tort, finit-il par dire, à peine plus qu'un murmure. Sur toute la ligne. Ma mère attrapa la main d'Helena de l'autre côté du bureau. Ce même bureau où avait reposé le contrat me déshéritant. Ce simple geste valait plus que toutes les excuses du monde. La réconciliation n'a pas été instantanée ni facile. Des années de blessures ne guérissent pas en une nuit. Mais voir mes parents peu à peu abandonner leurs préjugés, les voir sincèrement essayer de comprendre notre monde, m'a appris quelque chose sur la croissance et le changement. Helena a tout affronté avec grâce, sans jamais leur reprocher leurs actions passées. Tout le monde mérite une chance d'apprendre et d'évoluer, disait-elle. Sa capacité à pardonner ne faisait que me la faire aimer encore plus. La véritable ironie de notre histoire? Notre entreprise vaut aujourd'hui plus que la fortune familiale des Pierce à laquelle j'ai renoncé. Mais ce n'est pas ce qui compte. Ce qui compte, c'est que chaque matin, je me réveille aux côtés d'une femme qui me pousse à être meilleure, qui voit au-delà de la richesse et du statut pour comprendre ce qui était réellement important. Ensemble, nous construisons quelque chose de significatif. Pas seulement une entreprise prospère, mais un avenir où l'énergie propre n'est pas un luxe, mais un droit. Avec le recul, perdre tout ce que j'avais fut la meilleure chose qui me soit jamais arrivée. Cela a fait tomber les artifices de ma vie et m'a montré ce qui comptait vraiment. J'ai appris que la véritable richesse ne se mesure pas au nombre de zéros sur un compte bancaire. Elle se mesure à l'impact que l'on a, aux vies que l'on touche, à l'amour que l'on partage. Helena m'a appris que le succès sans but n'est qu'un vide coûteux. Aujourd'hui, quand je traverse les laboratoires et les bureaux de notre entreprise, je vois quelque chose que l'argent de mon père n'aurait jamais pu acheter. La passion, l'innovation et une réelle volonté d'améliorer le monde. Notre équipe n'est pas là à cause du nom des Pierce. Elle est là parce qu'elle croit en notre vision. Et cela vaut bien plus que n'importe quel héritage. Parfois, j'aperçois des reflets de mon ancien moi dans les jeunes entrepreneurs qui viennent nous voir pour obtenir un financement. Ils me rappellent qui j'étais autrefois, obsédé par les marges de profit et les symboles de statut. Je leur raconte mon histoire, non pas comme un conte de fées, mais comme la preuve de ce qui est possible lorsque l'on choisit l'authenticité plutôt que les attentes, l'amour plutôt que l'héritage. Helena et moi allons toujours dans ce petit café où nous avions nos premiers rendez-vous secrets. C'est notre façon de rester ancrés, de nous souvenir d'où notre parcours a commencé. Le barista nous connaît maintenant, non pas comme le couple de milliardaires des magazines, mais comme les habitués du samedi matin qui partagent toujours un muffin aux myrtilles et débattent avec amusement de physique quantique. La vie a une manière magnifique de nous montrer ce qui compte vraiment. Quand j'ai choisi Helena plutôt que ma fortune, on m'a traité de fou. On disait que je gâchais ma vie. Ce qu'ils ne comprenaient pas, c'est que je ne perdais pas une fortune. Je gagnais un avenir bâti sur l'amour, la volonté d'accomplir quelque chose de plus grand et le courage de défendre ce qui est juste. La plus grande richesse, j'ai appris, ne s'hérite pas, elle se crée. Pas seulement en dollars et en centimes, mais dans les moments de vérité, dans les choix qui nous définissent, dans l'héritage de changements positifs que nous laissons derrière nous. Helena et moi construisons cet héritage ensemble, une innovation à la fois, prouvant que lorsqu'on choisit l'amour avant tout, la vie nous rend toujours bien plus que ce que nous avons abandonné. Si cette histoire vous a touché, appuyez sur le bouton « J'aime » et partagez-la avec quelqu'un qui a besoin d'entendre que l'amour vaut plus que n'importe quelle fortune. Abonnez-vous pour découvrir d'autres histoires vraies qui prouvent que les plus grandes surprises de la vie viennent lorsque l'on choisit l'amour avant tout. Et laissez un commentaire ci-dessous. Auriez-vous fait le même choix ?